Corps à corps à corps. Et c'est une décision qui est plutôt passée inaperçue et qui pourrait pourtant avoir de très grandes conséquences sur la société française. Ça s'est passé le 2 octobre dernier. La Cour de cassation a rendu 2 arrêts concernant la gestation pour autrui. Alors 2 affaires. Dans les 2 affaires, 2 couples qui ont eu recours à la GPA. Un couple au Canada, l'autre en Californie. Et qui, une fois rentrés en France, ont saisi le juge français d'une action en exéquatur des décisions étrangères afin que leur lien de filiation, enfin, qu'un on va dire, prétendu lien de filiation soit établi entre eux et l'enfant, et que des actes d'état civil français soient délivrés. Les juges français ont décidé de refuser cette filiation pour le cas canadien, et pour le cas californien, ils l'ont assimilé à une procédure d'adoption. Cela a entraîné dans les 2 cas un pourvoi en cassation qui nous amène donc à cette décision du 2 octobre dans laquelle il est affirmé que que le lien de la filiation d'un enfant né d'une gestation pour autrui à l'étranger peut être, pour qu'il soit reconnu en France, donc a priori il peut l'être, il faut que le jugement qui établit la filiation présente un certain nombre de garanties. Alors quelles garanties? L'identification de la mère porteuse et la vérification de son consentement à la renonciation de ses droits parentaux, euh, et la renonciation de ses droits parentaux à l'égard de l'enfant. Donc c'est une façon d'apporter de la garantie de ce qu'on appelle généralement une GPA dite éthique. Alors je sais qu'il y a beaucoup de choses à redire sur le sujet, qui se voudrait donc plus propre que les GPA low cost qui seraient faites uniquement pour de l'argent. Alors sur Tocsin, ce matin, nous voulions évidemment nous interroger sur les conséquences éthiques, morales même, d'une telle décision, mais surtout aussi nous intéresser à cette tendance importante qu'ont les institutions judiciaires de notre pays à se substituer aux législateurs pour faire avancer un agenda purement politique. Et pour en parler, nous sommes avec Jean-Frédéric Poisson. Bonjour. Bonjour Clémence, bonjour à tous. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes philosophe et président de VIA, la voix du peuple. Et nous sommes également avec Alexandre Tuinja-Proval. Bonjour. Bonjour Clémence. Et merci d'être avec nous, avocat au barreau de Paris. Alors, peut-être commencer par vous, Jean-Frédéric Poisson, sur ce sujet qui vous êtes très cher. Une première réaction tout simplement sur cette décision de la Cour de cassation. Elle est simple, et merci de votre invitation pour en parler. C'est rare de voir des médias qui s'occupent de cette question aujourd'hui et par les temps qui courent. La conséquence est très simple, et la situation est très simple. Nous avons depuis la loi sur le Pacs, c'est-à-dire en 1999, alerté, alors à l'époque c'était Christine Boutin qui était en charge, il y a 25 ans, sur le fait que l'installation du Pacs, c'est-à-dire du contrat civil entre 2 personnes de même sexe, aboutirait au mariage homosexuel, puis à la PMA pour tous, puis à la GPA. Au recours aux mères porteuses. Moi, je ne me dis pas GPA, parce que GPA, c'est la version soft et... oui, on n'entend pas ce qui se passe. Et bien élevée. C'est très bien, la GPA, la gestation, c'est merveilleux, et pour autrui, comment voulez-vous refuser de faire quelque chose pour autrui? L'emballage était absolument formidable. Oui. C'est le recours aux mères porteuses. Là, on comprend mieux ce que ça veut dire, parce que c'est exactement ça. Et donc, s'installe petit à petit dans la législation française, alors que le Parlement français ne l'a pas décidé. Oui. Ça s'installe par le biais, effectivement, de jugements qui proviennent de l'étranger, soit de la Cour européenne des droits de l'homme, c'était la circulaire Taubira en 2016, pas 2016, non, 2014 peut-être, je ne sais plus, enfin il y a une dizaine d'années. C'était la première fois que, une juridiction étrangère, en l'espèce européenne, nous obligeait la France à transcrire dans le droit civil français les liens de filiation obtenus à l'étranger, y compris par ce biais. Oui. Alors là, c'est intéressant parce qu'on touche là, on parle du gouvernement des juges français, mais évidemment, il y a aussi, maintenant, on se voit opposer la juridiction européenne. Oui. Oui, c'est pour ça que je tenais à rappeler l'amitié profonde et le respect que j'ai pour la CEDH. Tout ça au second degré, bien sûr, pour les auditeurs. Donc voilà, s'installe petit à petit dans le droit français, en dehors de toute décision du Parlement, en dehors de toute forme de décision politique, d'autorité politique, la possibilité pour... la reconnaissance tout simplement de la pratique des mères porteuses, qui est pourtant la forme de l'esclavage moderne, sans doute la plus sournoise, la plus humiliante pour les femmes,
est la plus criminelle pour ceux qui y recourent. Je n'ai pas de mot assez sévère pour cet acte qui consiste en fait à acheter un enfant en réduisant sa mère en esclavage. Voilà ce que c'est, la pratique des mères porteuses, pour être très clair. Que le droit français reconnaisse que ça puisse avoir quelque légitimité que ce soit, dépasse mon entendement en principe, mais en pratique, quand je vois la manière dont les juges ont pris le pouvoir, je ne suis pas étonné. Oui, mais là, on est bien d'accord que légalement, c'est pas encore reconnu. Là, quand vous parlez de droit français, vous parlez de juridiction, de décision juridique, jurisprudence. Absolument. Il y a une décision de jurisprudence et il n'y a que ça. Malheureusement, et c'est pas Maître Cuinage que je salue au passage qui va me contredire, la propension des juges français à ignorer les articles 4 et 5 du Code civil qui leur interdisent de produire du droit, c'est-à-dire d'aller au-delà de la portée de leur décision de jurisprudence. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est qu'une décision de jurisprudence ? C'est une décision de justice qui réputé en principe ne s'appliquait qu'à un seul cas. Donc quand on entend, bah oui, mais la jurisprudence c'est contre ça, la jurisprudence elle porte par définition sur une situation particulière. Et l'article 4 et l'article 5 du Code civil interdisent aux juges de créer du droit, c'est-à-dire, en l'espèce, de considérer que la décision qu'il prend pourrait valoir de manière universelle et pourrait constituer une forme de quasi-loi. Ça, c'est interdit par le droit français. Et c'est pas interdit dans les annexes du Code civil, c'est interdit dans les articles 4 et 5, c'est-à-dire ceux qui ont vocation d'architecturer l'ensemble du code et l'ensemble de la mission des juges. Donc il est très probable, malheureusement, que par cette espèce d'artifice et d'excroissance de pouvoir judiciaire, petit à petit, cette norme s'installe comme une loi et qu'un jour, on entendra quelqu'un au Parlement, bah écoutez, puisque la Cour de cassation a considéré que, le Parlement doit s'aligner sur la Cour de cassation. J'ai entendu il y a déjà quelques années, pardon Clément, je termine par ça, sur les travées du Parlement, des collègues me dire, monsieur, nous ne pouvons pas être d'accord avec votre amendement parce qu'il va contre la jurisprudence du Conseil d'État ou de la Cour de cassation. Oui. Dans les esprits, cette autorité des institutions judiciaires sur le législateur est quand même très très installée, d'où un danger supplémentaire. Alors, oui, ça fait beaucoup de sujets dans le sujet. Et on n'a pas parlé encore de GPA éthique et GPA non éthique. Oui, non, mais exactement, on va prendre le temps, on a le temps et ça sert à ça. Ne vous inquiétez pas. Je voudrais qu'on revienne peut-être première réaction sur la décision en soi. J'imagine que vous avez lu aussi les avis de la Cour de cassation et comment dire, comment elle justifie aussi cette décision. Oui, je salue d'abord Jean-Frédéric Poisson et bonjour Clémence. Je suis étonné à plusieurs titres, notamment, le premier, cette première justification, c'est le respect de l'ordre public international français. Alors j'ai fait dans mes jeunes années... répétez, le respect de l'ordre public international français. Donc c'est l'ordre public international français. Déjà, c'est très clair. Alors j'ai fait des études de droit public, j'ai fait du droit international public, et à ma connaissance, mais ça m'a peut-être échappé lors de mes études, je devais peut-être avoir la tête ailleurs, c'est tout à fait possible. Mais c'est la première fois que je vois cette notion d'ordre public international français. Soit l'ordre public est international, soit il est national. Oui. Mais c'est ni l'un. Moi aussi, je retiens ça de mes cours de droit. Et donc, sur quoi se fonde le juge, donc la Cour de cassation, pour rendre sa décision ? C'est dire, en fait, si la décision est rendue à l'étranger dans le respect de l'ordre public international français, et il dit, par exemple, le respect du contradictoire, le respect du consentement, on y reviendra sur cette question de consentement, qui, à mon avis, est centrale dans cette affaire. Qui fait partie des garanties, entre guillemets. Absolument. Etc. Mais en revanche, le respect de la loi française n'est pas du tout indiqué. C'est-à-dire que dans le respect de l'ordre public international français, le fait de respecter la loi française ne figure absolument pas. Alors, il faut respecter les droits de la défense, le principe du contradictoire. Enfin, il le cite. Le principe du contradictoire, mais pourquoi ça vient là-dedans ? Mais on ne sait pas trop. Enfin, je veux dire, ça tombe là comme un cheveu sur la soupe. C'est-à-dire que oui, nous sommes de grands libéraux, de grands juristes. On respecte le droit. Donc les principes d'un procès équitable, etc. Mais en revanche, respecter la loi, ça, c'est pas du tout un sujet. Et ce que soulignait Jean-Frédéric Poisson est absolument central. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a aussi une attaque fondamentale, et ça, on ne le souligne pas, contre nos principes juridiques français, pour le coup. Même pas international français. Alors, français, et j'irais même jusqu'à dire continentaux européens.
C'est-à-dire que précisément, chez nous, ce n'est pas la jurisprudence qui fait la loi. C'est vrai dans les systèmes anglo-saxons. Oui, c'est vrai. En Angleterre, aux États-Unis, la jurisprudence a valeur de loi. Chez nous, non. Nous sommes héritiers du système romain. Ça fait à peu près 2000 ans, mais c'est une paille, quoi. On a inventé cette science juridique qui est quand même l'héritage principal de l'Empire romain. C'est-à-dire, on constitue un droit sur la volonté du législateur. Bref. Donc, non, attendez. Donc ça, mais tout ça est battu en brèche. C'est-à-dire que, en gros, ce qu'ils nous disent, c'est on se fout de la loi. Oui. Mais les autres, attendez, parce que je crois que vous n'avez pas tout dit. Si les principes sont respectés, on accepte la décision. Voilà. Attendez, parce que vous dites ils se fondent sur quoi? Le respect de l'ordre public et du droit international français. Bon. Oui. Et les autres fondements, c'est quoi? Enfin, les autres justifications pour donner cette décision? Pour rendre cette décision? Alors, attendez, je vais vous lire. Compte tenu du fait que la GPA est interdite par la loi française, alors là il mentionne la loi. L'autre élément, Clémence, si je peux intervenir dans votre échange, c'est le consentement de la mère. Absolument. D'accord. Deuxième élément de condition, c'est le consentement de la mère. Oui, mais c'est une condition, c'est pas un fondement de décision, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais précisément, et sauf que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, cher Jean-Frédéric, c'est que cette question du consentement, déjà, on ne pose pas la question du but lucratif ou non du consentement. Je veux dire, on peut tout à fait... Enfin, le consentement, ça peut être un contrat à but lucratif. D'une part, mais j'ai envie de dire, à la limite, c'est même pas le sujet. En fait, ce qu'ils nous disent, c'est qu'à partir du moment où cette femme n'a pas été torturée pour qu'on usurpe son consentement, tout est possible. Mais j'ai envie de dire, dans ce cas, l'esclavage peut être consenti. À l'époque, on parlait d'Empire romain à l'instant, c'était par exemple, quand vous aviez trop de dettes, vous pouviez devenir esclave pour payer vos dettes. Et donc, vous renonciez à votre liberté, à votre citoyenneté, etc. Le droit de citoyenneté, oui. Pour rembourser. Mais c'est de la folie furieuse. Enfin, je veux dire, il y a un certain Jésus qui est arrivé entre-temps et qui nous a dit qu'il n'était pas possible de traiter les êtres humains comme ça. Enfin, c'est la civilisation occidentale dans son entier là, qui est battue en brèche. Qui est battue en brèche, mais d'un trait de plume, comme ça. Mais on ne se rend pas compte de l'énormité. En fait, comment dire, les mots me manquent pour dire l'énormité de la chose. Oui. C'est vraiment, c'est immonde. Et cette décision, donc vous pensez que c'est, mais ça avait déjà, on avait déjà eu une imposition, vous l'aviez rappelé d'ailleurs, Jean-Frédéric Poisson, en 2015. La reconnaissance d'une filiation issue de GPA avait été rendue possible ou alors obligatoire, on voit ça comme ça, par une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, est-ce que vous considérez que cet arrêt-là est plus important encore que le dernier 2015 ou pas, finalement? C'est juste que c'est pas la même Cour, mais... Alors oui, d'abord, c'est pas la même Cour, c'est vrai. Là, c'est une juridiction française qui prend des décisions. Ça n'est pas une juridiction européenne, c'était le cas de la CEDH l'autre fois. Mais c'est surtout que il n'y avait pas d'élément de légitimation de la pratique des mères porteuses dans la décision dans la décision de la CEDH il y a 10 ans, alors que là, il y en a une. Oui, finalement. Alors, vous expliquez, effectivement, finalement, la décision de la CEDH disait grosso modo, il n'y a pas de jugement moral à porter sur une pratique quand elle est autorisée quelque part. Vous n'avez pas à faire valoir votre loi particulière, quelle que soit la situation. Bon. Et donc, vous transcrivez parce qu'on est en Europe et que c'est comme ça et vous n'allez pas mal. Très bien. Là, c'est différent. Là, on nous explique que dans la mesure où des conditions de respect de ce que vous disiez tout à l'heure en introduction, Clémence, la GPA éthique, on a quand même furieusement envie de lire les guillemets, mais il n'y en a pas de guillemets dans le texte. Dans les textes en général, on parle de GPA éthique. À partir du moment où cette GPA, le caractère éthique du recours aux mères porteuses est établi, alors rien ne s'oppose en droit à ce que la filiation des enfants qui sont obtenus par recours aux mères porteuses soit reconnue officiellement comme n'importe quelle autre filiation. Donc, parce qu'il y a eu un débat. Il y a eu un débat en fait. Et pourquoi les
pourquoi les deux familles, enfin c'est les deux couples en question, ont eu recours aux juridictions françaises, parce que, en principe, les jugements de l'État de la Californie et du Canada sont reconnus automatiquement par le droit français, je le fais rapide. Mais là, le doute persistait sur le point de savoir si c'était une adoption ou une filiation pleine et entière. Or, d'après les deux couples en question qui ont recouru, là encore, je dis les choses de manière très synthétique, pardon pour les juristes qui m'écoutent et qui trouveront que c'est pas complètement précis, ils ont raison, mais c'est pour gagner du temps. En réalité, ces deux couples ont saisi les juridictions françaises pour s'assurer que la filiation transcrite, le lien de filiation transcrit dans le code civil, dans l'état civil français, serait bien une filiation pleine et entière, ce que les jugements d'origine ne permettaient pas parce que on n'était pas sûr que la mère porteuse n'était plus la mère. Ah oui. Ça, c'est ça le sujet. C'est qu'en fait, nous, on sait pas quoi faire dans le droit français puisque le législateur, encore une fois, n'a pas tranché. Donc, une mère porteuse, c'est la mère. Donc, si c'est la mère, vous n'avez pas le droit de piquer son enfant, sinon, ça s'appelle une adoption, c'est pas de la filiation pleine et entière. Donc, c'est ça qu'il s'agissait de faire établir par le droit français. Et de manière absolument complaisante et parfaitement scandaleuse, la Cour de cassation a considéré qu'à partir du moment où la mère renonce elle-même à sa maternité, alors les conditions de la GPA éthique sont remplies. Et Alexandre Pignage a tout à fait raison de dire que, par ailleurs, le contrat peut être lucratif, à durée déterminée, vous pouvez ce que vous voulez dans le contrat. L'important, c'est qu'il soit écrit quelque papier, part. oui. Entendu. Ah oui, ça il vaut mieux écrire, parce que dans ces cas-là, et puis encore une fois, c'est très anglo-saxon, hein, donc il y a du papier partout dans le droit anglo-saxon. À partir du moment où effectivement il y a ce renoncement, alors on ne voit pas au nom de quoi on serait dans quelque chose d'autre qu'une filiation pleine et entière, donc on le transcrit. Ce qui veut dire que non seulement, on reconnaît la possibilité d'une licéité du recours aux mères porteuses, mais on l'organise en plus. On l'organise. Donc c'est ça la grande différence entre la décision de cette fois-ci et la décision de la fois précédente. D'accord. Et en plus de ce que vous dites, ces couples ont eu en fait recours à ce qu'on appelle le benchmarking, quoi. Ils sont allés chercher le pays le plus intéressant d'un côté pour faire sa GPA, de l'autre pour la reconnaissance de la filiation pleine et entière. Écoutez, quand vous voulez acheter une voiture, vous n'allez pas chez le pire concessionnaire du coin. Oui. C'est tout. C'est une démarche. Enfin, je suis désolé. Hein, si je peux donner l'impression de temps en temps d'avoir des propos qui pourraient choquer vos auditeurs, mais il s'agit, je préjuge pas de l'affection dont ces enfants pourront bénéficier, ça ne m'appartient pas, ça ne me regarde pas, ça n'est pas mon affaire. Je n'ai pas à en être juge d'ailleurs de quoi, et j'ai le droit d'être juge, c'est une question. Le sujet, c'est que il s'agit d'un contrat. Donc il s'agit d'un contrat par lequel d'achat. Une mère qui est de plein droit la mère de l'enfant qu'elle porte, parce que depuis le début de l'humanité, c'est comme ça que ça marche, en tout cas dans le droit occidental, renonce, j'ose à peine dire son bien, parce que malheureusement c'est ça, pour le céder à quelqu'un d'autre. Alors, s'il y a de l'argent, ça s'appelle un achat, ou une vente. S'il n'y a pas d'argent, ça s'appelle une cession. Mais dans cette affaire, en fait, on considère l'enfant comme un objet, comme l'objet d'un accord. C'est pas simplement le fruit d'une volonté partagée, ce qui est l'idéal pour concevoir et mettre des enfants au monde où qu'on soit. Là, c'est un contrat dont l'enfant est l'objet. Ça n'est pas une volonté dont le sujet qu'il devient est le fruit. On change là aussi de cadre anthropologique de manière extrêmement sensible. On parle d'un autre univers, en réalité, puisqu'on entre dans un univers dans lequel certaines personnes humaines sont des objets. Oui. Alors, Alexandre Cuillage-Chapreval. Oui, mais encore une fois, c'est cette question du consentement qui est centrale. Ce que la Cour de cassation le relève, c'est effectivement, il faut le consentement de la dite mère porteuse pour que l'opération soit validée dans l'ordre public international français, que, encore une fois, je ne connais pas. Ce que souligne aussi la Cour de cassation, c'est cette notion de parent d'intention. C'est-à-dire qu'il y a donc la mère, qu'on appelle porteuse, mais qui est la mère, en fait. C'est celle qui a porté l'enfant. Voilà. Il y a eu un enfant dans son ventre et qui a accouché. Enfin, ce qu'on appelle une mère. Mais il y a les parents d'intention. Et en fait, là où ces deux décisions sont dramatiques, c'est que ça officialise, entre guillemets, cette notion de parents d'intention. Et donc, c'est l'intentionnalité qui fait
qui fait l'enfant. Et je voudrais faire un parallèle avec l'affaire Palmade. Vous vous rappelez quand le sieur Palmade là, a percuté une bagnole avec une femme enceinte. Absolument. Et la question juridique avait été, est-ce qu'il y a homicide ou pas? Oui. Et on s'est arrêté sur la viabilité de l'enfant ou pas? Exactement. Et la viabilité était subordonnée au fait qu'il y a eu volonté de la mère de mener sa grossesse à terme. Alors, vous voyez où on en vient? C'est-à-dire que la question de la vie devient une question de consentement de personnes dont ce n'est pas la vie. Parce que, là, en l'occurrence, là, on nous parle de consentement, mais personne ne parle du consentement de l'enfant. C'est quand même marrant. Jean-Frédéric Poisson le disait, c'est un objet, c'est l'objet d'un contrat. Un être humain est l'objet d'un contrat, qu'il soit à but lucratif ou non. C'est une horreur, c'est immonde. Et on est en train de gloser là-dessus très tranquillement, et la Cour de cassation est en train de nous dire: oh oui, mais après tout, si ça respecte l'ordre public international français, on peut céder des êtres humains. Oui. Encore une fois, les mots... Si on a respecté le contradictoire, on peut céder un être exactement. vivant. Non, mais si la procédure juridique est bien comme il faut, et que le contrat est en bonne et due forme, et que la mère dite porteuse a bien signé son papier en disant qu'elle avait bien consenti à vendre son enfant, on peut vendre des êtres humains. Oui. Mais dans quel monde vit-on? Je suis désolé, Clément, je m'énerve un peu, mais j'ai l'impression qu'on ne se rend pas compte de quoi on est en train de parler. Oui, non, mais c'est important qu'on se rende compte. Donc c'est important de faire passer aussi des émotions fortes qui montrent justement la gravité de l'événement. Et c'est pour ça aussi qu'on comptait revenir sur ce sujet. Jean-Frédéric Poisson, déjà, est-ce que vous voulez réagir à ce que dit Alexandre Cuillage-Préval? Ensuite, je voudrais... Intégralement d'accord. Oui. Vous êtes d'accord, oui. Je voulais qu'on aille un peu plus justement sur ce gouvernement des juges, entre guillemets, et cette dérive idéologique. On sait, pacte de constitutionnalité, à quel point, depuis le pacte de constitutionnalité, les juges ont acquis un nouveau pouvoir en pouvant faire référence à des nouvelles normes, qu'elles soient internationales ou européennes. Et on sait, regroupement familial, arrêt justice, etc., qu'ils en ont déjà abusé. La question, c'est est-ce qu'on peut comprendre tout ce qui se passe en regardant justement cette prise de pouvoir des juges, ou finalement est-ce qu'il y a un parallèle entre les lois et le gouvernement des juges, si on l'appelle comme ça, puisqu'on peut aussi se dire, oui, mais regardez la loi PMA pour toutes les femmes, là, 2013, finalement ça avance aussi côté juridique. Et donc ça, mais ce sont des députés qui ont été élus, et des sénateurs, des sénateurs pas directement, mais qui ont été élus par les Français. Donc finalement, on se dit, on porte la responsabilité sur cet arrêt de la Cour de cassation, mais le droit, la loi n'est pas très loin non plus. Jean-Frédéric Poisson. Elle est pas très loin, et elle est très loin. Comme on vient de l'évoquer, jusqu'ici, le droit français, y compris la circulaire Taubira, n'apportait aucune forme de reconnaissance, de quelque manière que ce soit, au recours à la pratique des mères porteuses. Jusqu'ici, le législateur a refusé de l'inscrire dans le Code de la santé publique ou dans le Code des affaires sociales, le Code de la famille, pardon, ou le Code civil. Jusqu'ici, il y a une espèce de tabou qui nous est expliqué tout le temps quand on dit à tout le monde, oui, mais attention, Pax, mariage pour tous, PMA pour tous, ça veut dire mère pour tous. Tout le monde dit non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je suis parfaitement conscient que ça va finir par arriver. De toute façon, c'est inéluctable. Au nom même des principes au nom desquels on a légalisé, le mariage homosexuel, puis la PMA pour tous. Au nom des mêmes principes, nous irons vers la légalisation des mères pour tous. C'est une affaire de temps. Je suis d'accord avec vous. C'est une forme d'accélérateur de l'histoire, cette affaire. C'est-à-dire que, comme la voie parlementaire prend du temps, ma foi, la voie judiciaire va plus vite. C'est pas la première fois que ça arrive. Mais il y a lieu de s'en indigner parce que, comme si c'était dans le cadre d'une loi, les principes qui conduisent et les motivations, comme les conséquences de cette décision sont sur le plan civilisationnel et sur le plan de l'ordre public, social, incommensurables. Tout à l'heure, Maître Cugnage disait, je suis parfaitement d'accord avec ça.
et nous l'avons d'ailleurs dit tous les deux, c'est le rétablissement de l'esclavage par la plus haute instance juridictionnelle française. Voilà ce que ça veut dire. C'est très clairement ça. Et si vous ne voyez pas ça comme ça veut dire que vous n'avez pas compris ce que c'est que la pratique des mères porteuses. Et la détresse affective, ou la volonté, le désir d'accueillir un enfant, etc., ne peut pas l'emporter sur le fait qu'on réduise quelqu'un en esclavage, c'est-à-dire qu'on considère une autre personne comme un instrument, et la troisième, ça c'est la mère porteuse, et l'enfant comme un objet. Maintenant, le pouvoir des juges, il s'installe d'abord sur la faiblesse du législateur. Oui. C'est-à-dire à partir du moment où le législateur se laisse faire, et ne corrige pas immédiatement les décisions de justice pour empêcher qu'elles finissent par s'appliquer à tout le monde, ma foi, il n'y a pas de raison que les juges s'arrêtent. La deuxième faiblesse sur laquelle s'installe le pouvoir des juges, c'est la faiblesse du pouvoir exécutif. Et ça commence très clairement avec le refus du parquet, du garde des Sceaux, et du ministre de la Justice, à imprimer une vraie politique pénale. Ça continue avec le fait, ça c'est très ancien, ça continue avec le fait que le président Sarkozy, quand il fait réviser la Constitution en 2008, retire au président de la République le pouvoir de présider le Conseil supérieur de la magistrature, c'est-à-dire la plus haute autorité disciplinaire de tous les magistrats de France et de Navarre, c'est quand même pas rien. En oubliant que le pouvoir judiciaire n'est pas un pouvoir, dans la Constitution, c'est une autorité. Et c'est très important. Pourquoi parle-t-on d'autorité judiciaire dans la Constitution et pas de pouvoir ? Très simplement parce que le pouvoir exécutif a à sa tête un homme qui est élu, le pouvoir législatif est constitué par des gens qui sont élus, et le pouvoir judiciaire n'est pas un pouvoir, c'est une autorité, parce qu'il est constitué par des gens qui sont nommés. Et ça change tout. Alors c'est un paradoxe que dans l'État où nous sommes, des gens qui sont nommés prennent le pas sur ceux qui sont élus. Mais pourquoi ? Parce que ceux qui sont élus se laissent faire. Oui. C'est aussi simple. C'est la question que je voulais poser, parce que, on arrive avec le gouvernement des juges, à une forme de hold-up démocratique. Mais si derrière, ceux qui sont censés représenter la voix du peuple ne le font pas, ça pose une double question. Et ça pose la question de, finalement, que pouvons-nous faire si ces personnes qui sont censées nous représenter votent dans ce sens-là, ou ne réagissent pas, comme vous le dites, finalement. Dans ce cas-là, on va vous dire... Nous, pas grand-chose, cher Clément Soudiakova, à l'endroit où nous sommes, à part protester vigoureusement et trépigner de rage. Vous allez me dire, c'est toujours ça montre qu'on n'est pas... Mais à part ça n'a pas beaucoup d'effet, il faut quand même le reconnaître. Donc, je pense que la question qui est posée, et alors moi, je connais bien les États-Unis, je parle la langue qui se parle là-bas, je connais bien le système américain, je ne suis pas du tout américanophile par ailleurs, mais je finis par me dire que remplacer le Conseil constitutionnel par une forme de Cour suprême n'est pas une si mauvaise idée sur le plan pratique. C'est très pragmatique, le système américain. Ça fonctionne pas si mal finalement. Et il faut penser à l'élection des juges pénaux, en tout cas, ou des présidents de tribunaux par le peuple. C'est-à-dire que si c'est ça, allons-y. Vous voulez du pouvoir, mesdames et messieurs les juges, passez devant l'opinion publique, vous serez élus, il y aura une Cour suprême, et puis voilà. Alors c'est un bouleversement dans l'ordre juridique ou judiciaire français. C'est assez peu compatible avec les principes du droit germano-latin, cher Alexandre Cugnache, c'est vrai, mais est-ce qu'il vaut mieux pas ça, un système imparfait mais qui fonctionne au moins, qui est clair en termes de répartition du pouvoir, et au moins il y aurait une sanction des juges. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ils seraient au moins sanctionnés par l'opinion publique. Pour l'instant, ils ne le sont jamais de quelque chose. Oui, Alexandre Cugnache-Préval, sur ce hold-up, on va dire, des juges, par rapport aussi à des parlementaires qui sont très absents sur ces sujets et qui ne répondent pas, alors qu'ils auraient les moyens de le faire. Que les parlementaires parlementent et mentent beaucoup et ne disent pas grand-chose, c'est pas nouveau. Je parle pas pour tous les parlementaires, il y en a quelques-uns de bien, heureusement. Il faut pas oublier que les juges, justement, jugent au nom du peuple français. Ils l'oublient souvent. Donc c'est leur autorité, comme l'a bien précisé Jean-Frédéric Poisson, vient de quoi ? C'est qu'ils parlent au nom du souverain, dont la théorie démocratique et le peuple. Le peuple français. Hein. Oui, pas le peuple de l'ordre public international. Non, c'est le peuple d'ici. Hein. C'est pas le peuple de la communauté internationale, des droits de l'homme. Non, c'est le peuple français. Oui. Qui doit voir sa loi appliquée sur son sol et juger selon sa propre loi. La loi décidée
par les parlementaires. Alors, je ferai un pas de plus. Je suis parfaitement d'accord avec Jean-Frédéric Poisson quand il dit que c'est la responsabilité du pouvoir exécutif, en particulier en droit constitutionnel, justement, du président de la République, qui est le garant de la séparation des pouvoirs, de l'indépendance nationale, etc. Et qui ne prend jamais ses responsabilités. Alors, je ne parle pas d'Emmanuel Macron, on ne s'attend pas de ce que ce personnage prenne à cœur les intérêts de la France et du peuple français. Mais ça fait quand même des décennies que le président de la République ne... J'ai plus l'article en tête de la Constitution, mais ne se porte pas garant justement de cette bonne exécution, notamment de l'autorité judiciaire et du respect de la séparation des pouvoirs. Notamment, je voudrais juste dire un mot parce que c'est central, sur le rôle du Conseil constitutionnel qui avait été inventé par Debré et par le général de Gaulle, essentiellement pour faire respecter justement cette séparation entre l'exécutif et le législatif. Pas du tout pour juger de grands principes de droit. C'était pour se dire, attendez, le Parlement reste bien dans son coin et l'exécutif reste bien dans son coin et on va décider qu'il existe une autorité, une instance judiciaire supérieure qui va constater que chacun reste bien dans les bornes définies par la Constitution. C'était ça l'idée. C'était la lettre et c'était surtout l'esprit. Or, je suis désolé de refaire référence au Christ, mais depuis 2000 ans, dans la civilisation occidentale, nous jugeons d'abord par l'esprit avant de juger par la lettre. Ce qui compte, c'est l'intention, l'intentionnalité de celui qui a écrit et non pas le texte propre. Sinon, on tombe dans le contractualisme pur. Et le contractualisme pur nous ramène exactement à ça, c'est-à-dire à des dérives du consentement et donc finalement à l'esclavage consenti. Encore une fois, nous sommes dans un renversement civilisationnel. Tous nos principes sont attaqués en même temps et par tous les biais. Alors là, nous parlons de juridique, etc. Je ne suis pas sûr que ça passionne tout le monde, mais quand on rentre un peu dans ce que ça veut dire, c'est vraiment ça. C'est un basculement de civilisation. Et c'est un changement radical. Oui. Alors, on va quitter justement le terrain juridique. Il nous reste quelques minutes. Je voulais qu'on aborde concrètement ce que ça signifie, tout ça. Et là, c'est peut-être plus du côté de Jean-Frédéric Poisson que je vais me tourner. Vous connaissez beaucoup d'illustrations, j'imagine, d'enfants adoptés par GPA ou de problématiques, en tout cas, que ça peut poser concrètement par l'enfant. D'ailleurs, je précise que cet enfant qu'on oublie dans toute cette histoire, l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui avait imposé cette reconnaissance de GPA en 2015 se fondait sur l'atteinte à la vie privée de l'enfant. Donc, soi-disant, cette décision était dans l'intérêt de la vie privée de l'enfant. Voilà. Donc, Jean-Frédéric Poisson, justement, cette vie de l'enfant et l'intérêt de l'enfant qui est complètement bafoué, est-ce que vous pouvez nous en parler concrètement ? Vous touchez là à toutes les raisons pour lesquelles nous avons, avec quelques-uns de nos collègues, ferraillé de manière très constante et très, très longue contre l'installation du mariage homosexuel et sa légalisation. Parce que c'est un enjeu de civilisation primordial de faire en sorte que dans les sociétés, nous puissions savoir d'où nous venons. C'est-à-dire que notre généalogie soit accessible. Si ça n'est pas le cas, alors personne ne peut jamais complètement accéder à son identité propre. Donc personne ne peut vraiment connaître précisément sa place dans le fil des générations et dans le corps social auquel il participe. Alors ce sont des arguments qui sont, j'en conviens, tout à fait philosophiques. C'est certainement pas moi qui vais les renier. Qui interroge sur la constitution même d'un corps social et ce que ça veut dire que son caractère organique et la place que chacun d'entre nous y occupe. S'il n'est pas capable d'identifier cette place de manière précise, si elle n'est pas capable, une personne ne peut pas trouver son rôle, sa mission et la partition qu'il doit jouer dans l'organisme dont il est une partie. C'est très grave parce que ça touche à l'enracinement personnel, ça touche au système relationnel qu'il s'agit de déployer. Vous comprenez bien que si vous voulez déployer des relations avec les autres, il vous met à peu près au clair sur ce que vous êtes vous.
Si vous ne savez pas qui vous êtes, comment pouvez-vous savoir quoi donner? Enfin, ça pose des tas de questions sur le plan simplement pratique, matériel. Oui, puis Du... ça pose aussi des questions sur cette relation entre l'enfant et ses soi-disant parents, Oui, oui, bien sûr. Ah bah oui, mais ça, alors ça, qui, le considérant comme une marchandise, peuvent aussi l'oublier à un moment donné comme une marchandise. On a vu quelques exemples. oui, bien entendu, mais ça, malheureusement, ça existe aussi comment dire, ça existe dans toutes les situations de composition des couples de parents. On nous l'a laissé faire remarquer au moment des débats parlementaires il y a 10 ans. Vous comprenez, il vaut mieux un enfant qui est aimé par deux personnes homosexuelles qu'un enfant qui n'est pas aimé par un couple hétérosexuel. Oui, ça d'accord. Sur le plan de la santé de l'enfant et de son bien-être, c'est sans doute à peu près vrai, encore que, la possibilité d'une référence facile, à défaut qu'elle soit constante et qu'il l'ait sans cesse sous les yeux pour une personne humaine à son origine masculine et à son origine féminine, est quelque chose qui est absolument essentiel, y compris dans la partition psychique, la construction des personnes. Enfin, il y a des tas d'éléments comme ça. Je ne veux pas refaire le débat de 2014, ce serait fastidieux et ça a du bon sens en réalité. Ensuite, comment fait-on pour effectivement aimer durablement un être qu'on a acquis? Oui. Ça, c'est pour moi un peu un mystère, mais le cœur de l'homme est mystérieux aussi. Et d'ailleurs, cette acquisition, enfin, il faudrait presque avoir le temps d'en faire une émission, mais dans les raisons pour lesquelles Caïn se sent maudit de Dieu alors qu'Abel se sent aimé de Dieu, c'est qu'au moment où Ève met Caïn au monde, elle dit, Ève, dans le chapitre 4 de la Genèse, « J'ai acquis un enfant de par Dieu ». Ce terme d'acquisition, dans la Genèse, dans les origines de l'humanité, est un signe de malédiction quand il porte sur un être humain. En tout cas, provoque un sentiment de rejet et de malédiction. Il y a là des sources très anciennes sur lesquelles nous allons pouvoir méditer un peu cette journée, ma chère Merci Clémence. beaucoup, Jean-Frédéric Poisson. Là, je pense que vous allez nous occuper, en effet. Allez, le mot de la fin pour Alexandre Cugnas-Japreval. Sur l'intérêt de l'enfant. Non, mais oui, sur l'intérêt de l'enfant, sur l'intérêt de la mère porteuse, dite porteuse, en gros, je suis désolé, je reviens sur cette question de cette intentionnalité, cette volonté qui remplace tout. Jean-Frédéric Poisson utilisait une expression que je trouve essentielle. Il parlait du caractère organique du corps social. Oui, acceptons que la société n'est pas un fait de volonté. D'abord, c'est un fait de nature. Et un fait de nature, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un fait acquis, c'est un fait hérité. Ce n'est pas quelque chose... Clémence, ni vous ni moi n'avons choisi de naître. Le corps social n'est pas d'abord la résultante d'une volonté et donc d'un contrat. Ce que je veux dire, c'est que le contrat social n'existe pas. Il peut ensuite y avoir un consensus social, une volonté générale, un bien commun. Ça, je ne le nie absolument pas, mais ce n'est pas d'abord ça. Au principe, Jean-Frédéric Poisson parlait de la Genèse, donc revenons au principe, au commencement. Ouais. Au principe, il y a d'abord autre chose que la volonté humaine. Il y a la nature humaine, tout simplement. Et peut-être, alors pour certains, la volonté de quelqu'un d'autre. Mais vraiment, je reviens à cette question du bouleversement civilisationnel. Parce que c'est ça qui est en cause. Oui. C'est notre manière de voir la société. Et nous arrivons là à la fin, aux aboutissements finaux, ultimes du contractualisme dans la société, et donc une forme de libéralisme. Et on en voit le caractère absolument désastreux. Oui. Et qu'on ne voit pas que tout ça est monstrueux me chagrine. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais finalement, c'était annoncé par Emmanuel Macron. La Startup Nation, ce n'est que ça. C'est une nation du contrat. On avait évacué le reste. Emmanuel Macron a dit beaucoup de choses. Oui. Merci beaucoup. Il faudrait l'écouter d'ailleurs. Et le lire. Vous faites partie des rares à avoir lu son livre Révolution. J'ai lu plus 4 fois son livre. On en reparlera. Merci beaucoup. Alexandre Cugnas-Japreval, avocat au barreau de Paris. Vous restez avec nous parce que vous allez continuer de parler de consentement, mais consentement à la peau cette fois-ci. Jean-Frédéric Poisson, merci encore.